Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi 16 août de l'an 2025. 2026, année charnière, le Bénin vivra ses premières élections générales, un test décisif pour notre démocratie. À la croisée des chemins, deux enjeux majeurs s'imposent, dresser le bilan réel des acquis de la gouvernance talon et mesurer la force de l'offre politique de l'opposition. Entre promesses tenues, attentes insatisfaites et ambitions nouvelles, la bataille des idées s'annonce aussi déterminante que l'organisation des scrutins eux-mêmes. Entre les promesses d'efficacité et les craintes de tension, cette échéance ou ces échéances soulèvent des enjeux majeurs, cohésion nationale, stabilité politique, alternance pacifique, mais aussi et surtout la capacité de l'État et des acteurs politiques à garantir un processus inclusif et incontestable. Ce matin, nous ouvrons à nouveau le débat avec le professeur Rénounion Nathaniel Kitty. Il est enseignant-chercheur en sciences politiques, chef du département de sciences politiques à la faculté de droit et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi. Il est vice-président du parti politique d'opposition Les Démocrates. Il sera face à un ardent défenseur des réformes de Patrice Talon, Agapit Napoléon Maforican, qu'on ne présente plus, consultant médias communication, analyste chroniqueur politique. Il est également administrateur média, juriste consultant. Avec eux, chers amis internautes, on fera le tour des différents sujets qui animent l'actualité en cette veille des élections générales de 2026. Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, chers amis internautes, je vous invite à suivre, vous connaissez si bien la rengaine, cette capsule vidéo du Centre national de sécurité routière. Retrouvez-moi juste après la fin de cette capsule vidéo. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, Nathaniel Kitty, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est moi de vous remercier. Bonjour à mon frère et ami. Agapit Napoléon Maforican, bonjour. Bonjour Kader, bonjour très cher frère, ami et professeur et Nathaniel. Heureux de te croiser ou de vous croiser par ici, puisque nous sommes en plateau et nous avons à débattre pour des questions de la nation. Merci. Tout à fait. Et je vais démarrer par l'analyste politique, le chroniqueur politique, Agapit Napoléon Maforican. Dites-nous, quelle est votre appréciation du calme que l'on observe à quelques mois du dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle de 2026? Écoutez, le nouveau contexte des réformes fait qu'on ne peut assister qu'à ce calme, puisque ce n'est plus le temps des déclarations d'intention. D'ailleurs, il y en a quand même. Il y en a quatre comme ça. Mais ils savent bien qu'il y en a qui disent qu'ils sont candidats. Ils ne s'affichent pas dans un parti politique. Ils ne sont pas membres connus d'un parti. Donc, du coup, eux-mêmes savent que cette candidature est quasi vouée à l'échec. Mais c'est une déclaration d'intention. Et ce que je déplore, c'est qu'une fois qu'ils se sont déclarés, on ne les entend plus. Alors que c'est l'occasion pour eux plutôt d'agiter quelques idées qui pourraient être capté par les potentiels candidats. Vous suivez Fred Renou dans cette... Ça, c'est le premier. Le second, justement, c'est cette catégorie où vous avez Nouroudine Sakasalé, vous avez Fred Renou, qui, eux, appartiennent ou sont apparentés ou sont familiers, en tout cas, à un parti politique et qui souhaiteraient être portés par le parti politique, l'un au BR, l'autre au niveau des démocrates, du parti des démocrates. Donc, là, je trouve également que le jeu se joue, parce que je trouve intéressant que des candidats se déclarent à la candidature, sachant bien qu'ils pouvaient ne pas bien être les candidats. Moi, j'apprécie ce que fait Fred Renou, j'apprécie la déclaration de Nouroudine Sakasalé également. Et donc, ça montre que le nouveau système partisan, le nouveau code, n'empêche pas l'animation de la vie politique. C'est vrai que ça a perturbé sérieusement les gens de l'habitude, mais n'empêche qu'il y a des candidatures, donc ça peut se faire. Professeur Kitty, il y a de ces observateurs de la vie politique qui estiment que
le calme que nous observons à la veille de ces élections générales de 2026 résulte du succès des réformes politiques engagées par Patrice Talon? Je ne pense pas. Au niveau des démocrates aussi, on n'a pas moi, je ne pense même pas qu'il y ait du calme. Parce que, bon, ce sont les partis politiques qui animent la vie politique. Donc, on voit les partis politiques qui continuent d'animer la vie politique. Il y a UP qui organise des sorties, des rencontres avec les militants, le BR de même, le parti Les Démocrates aussi le fait régulièrement. Et hier ou avant-hier, nous étions encore à Paou. Le président Boni Yahi aujourd'hui à Kétou pour rencontrer les militants. Donc, il n'y a pas de calme, à mon avis. Mais seulement que le système partisan, tel que le gouvernement l'a décrété et accepté par une assemblée monocolore, a exclu la société civile de la conquête du pouvoir politique suprême. C'est-à-dire, en d'autres termes? C'est-à-dire que aujourd'hui, même si vous êtes citoyen béninois et que vous avez de belles idées, et que vous n'appartenez à aucune des formations politiques, voilà, et que vous n'appartenez à aucune des formations politiques, oui, vous ne pouvez pas être candidat aux élections ou bien à l'élection présidentielle. C'est dommage parce que ce n'est pas le cas dans les vieilles démocraties dont nous avons hérité le système de dévolution du pouvoir politique par voie électorale. En France, ce n'est pas le cas. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas, ainsi de suite. Donc, c'est mal encadré ici. Et c'est ça qui fait que nous avons l'impression qu'il y a du calme. Et comme Agapit vient de le dire, ça n'a pas empêché quelques-uns de déclarer de manière véhémente leur candidature à l'élection présidentielle. Tout ça participe à l'animation de la vie politique. De la vie politique nationale. Ouais. Je reviens tout à l'heure, mais Agapit Nablo-Mafouékan, vous avez écouté tout à l'heure le professeur Kiki qui dit que les réformes politiques de Patrice Talon ont exclu la société civile, ou du moins ces citoyens qui ont des ambitions, mais qui ne sont pas des acteurs politiques, mais qui ont de belles idées pour le développement de leur pays. Mais la société civile, ce n'est pas leur rôle d'être en politique. Pour moi, je suis de l'école où j'estime que d'abord l'expression société civile, il y a qu'au Bénin, en Afrique, qu'on développe ce genre de théories. Sinon, je connais qu'on est défenseur des causes. Et on est militant de certaines causes. Quand vous êtes en France, vous avez Nicolas Hulot, il est défenseur de l'environnement, mais il n'a pas un mouvement qui s'impose aux politiques. Il met son offre. Et quand il est entré au gouvernement de Hollande, il a compris qu'il ne pouvait pas être militant des causes écologiques et être aussi au gouvernement. On a connu les José Bové, on a connu ces cas. Aux États-Unis, vous pouvez être candidat à la base, mais vous ne pouvez pas finir. On a eu les Michael Dukakis. Mais combien de milliardaires ont à s'imposer jusqu'à devenir candidat au niveau national? C'est pas évident. Depuis que les États-Unis fonctionnent, depuis cette enquête-là, avec cette constitution, combien de candidatures on a eu en dehors des démocrates et des républicains? C'est rare. Beaucoup démarrent, mais ils finissent pas. Et on a ce cas ici au Bénin. C'est-à-dire, quand vous avez tous ceux qui se sont déclarés, EDA, comment non, il y a l'expert comptable, enfin, le spécialiste de marché public international là, qui s'est déclaré. Oui. Le nom m'échappe. Fourenou et Sakassale et qui encore. C'est des personnalités de la vie que nous connaissons. Et parmi eux, il y en a qui n'ont pas de parti politique que sachent, en tout cas, qui ne sont pas affiliés, mais qui disent, je veux être candidat. Et ils peuvent faire des meetings, ils sont libres, puisque au moins l'article 23 de notre Constitution permet qu'on puisse aller, venir et organiser les manifestations. Donc, au nom de l'article 23 de notre Constitution, ils peuvent agir et faire passer leurs idées. Donc, le code n'empêche pas qu'on puisse fonctionner. Mais après, pour devenir candidat, il y a des critères, et même en France, quand vous êtes candidat sans parti politique et sans organisation derrière, vous-même, vous savez que vous êtes voué déjà à ne pas aller au bout parce qu'il faut avoir des parrainages et c'est pas si évident que des candidatures fantaisistes
issus prétendument de société civile puissent avoir ça. On a les de chasse, on a eu des, je pense que la Joanie et autres à un moment donné, mais le code français même ne leur permet plus, la législation française ne leur permet plus à terme d'être candidat au bout, parce que il faut qu'ils aillent avoir des parrainages, ce qui n'est pas si évident. Merci à vous, Agapine Naboulama-Foïka. Mais professeur Kitty, tout à l'heure, lorsque vous estimez que la réforme exclut tous ceux qui ont des ambitions et qui ne sont pas issus d'un parti politique, mais lorsqu'on y voit de près, est-ce que quelque part, les partis politiques ne peuvent pas soutenir un citoyen qui a de belles idées? Est-ce que ce citoyen-là qui a de belles idées ne peut pas se retrouver soutenu par le parti politique? Puisque c'est une question de parrainage. Non, moi je pense que le Bénin est une jeune démocratie. Le renouveau démocratique date de 1990. Et donc, c'est avec le temps que le système sera performant. Mais décréter très tôt qu'il va falloir, pour la conquête du pouvoir politique suprême, que ce soit uniquement les partis politiques qui produisent les candidats, mais également les candidats qui sont produits par les partis politiques doivent avoir le parrainage. Ce qui veut dire que même si il existe un parti politique aujourd'hui qui décide de soutenir l'un des candidats dont vous venez de parler, même si ça existe, ce parti politique n'est même pas sûr que ce candidat va déposer sa candidature au finish. Étant donné que si le parti politique a les parrains. Voilà, le parti politique ne peut pas avoir de parrainage parce que il est dit dans le code électoral qu'on ne peut parrainer que le candidat issu de son parti. Donc c'est dit dans le code électoral. Issu de son parti? Oui, de son parti. Vous ne pouvez pas parrainer un candidat qui est hors de votre parti politique. Est-ce que quelque part, peut-être, c'est pas un jeu de mots? Lorsque le parti lui-même décide de soutenir une personne, un tuteur personné? Non, je pense que c'est pas un jeu de mots. Du moment où les citoyens sont égaux en droit, ils sont égaux en droit. Maintenant, on va trouver des mécanismes pour filtrer la candidature, mais pas pour autant que ce mécanisme doit être de nature à empêcher la compétition électorale. Le mécanisme généré par le système partisan empêche la compétition électorale, ne donne pas suffisamment de vivacité à la démocratie. La conséquence en est que vous allez observer le taux d'abstention devient de plus en plus important, même si ce n'est pas la seule cause qui explique. Quelle autre cause selon vous? Ben, vous avez la violence qui est rentrée dans la compétition politique depuis 2019 au Bénin et qui est... Est-ce que les acteurs politiques eux-mêmes n'ont pas une responsabilité à ce niveau? Non, je ne pense pas, parce que quand vous regardez le taux de participation de 91 à 2016, il a été toujours élevé. Et lorsque la violence a été introduite dans la compétition électorale par le système partisan, les électeurs se sont méfiés du vote. Donc, c'est l'une des causes de la baisse du taux de participation. Mais ce n'est pas la seule cause. Il y a aussi ce dont je viens de vous parler, la restriction de la compétition électorale. Il faut donner la possibilité aux citoyens de choisir parce que il s'agit d'une démocratie libérale. C'est ce qui est dit dans le préambule de la Constitution du 11 décembre 1990. Et vous allez voir dans le domaine économique, cette restriction c'est aussi installé. Agapine Naboulama-Foïka, vous avez suivi tout à l'heure le procès de la Commission partisan. Non, je connais un peu ce procès, mais écoutez, toute loi restreint. Est-ce qu'il n'est pas pertinent? Toute loi restreint. Est-ce que ce qui est dit n'est pas... Toute loi restreint des libertés. Ancrée. Donc il y a une pertinence. Ancrée et en restreint. Donc rien ne se passe.
Toute loi ancrée et enregistrée. Moi, je suis frustré déjà par l'article de la Constitution de 1990 qui limite l'âge. Moi, j'étais un jeune électeur en 90 et je trouvais inadmissible qu'on me dise que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir 40 ans. C'est une restriction inadmissible. Et pourtant, on a fait avec. J'ai voté ce qu'on a appelé le bulletin intermédiaire, c'est-à-dire entre le rouge et le blanc, j'ai voté le vert. Hein, étant de l'école Albert Ouédré, je suis jeune étudiant, j'ai voté pour le vert. Et je continue de penser que la loi n'est pas toujours acceptable. Oui, mais on a dit durant l'essai de l'Est, quand la maxime le dit ainsi, et depuis des luttes, ça veut dire que en limitant ou en étant dur tout ce qu'on veut, on est obligé de l'appliquer. Donc, si le Parti des démocrates pense qu'il y a ces restrictions, je dis, mais quand cela ne tienne, c'est la loi. Pour moi, c'est clair. Mais au moins, elle est égale, les restrictions sont égales pour tout le monde. Et donc, puisque c'est égal pour tout le monde, chacun, on s'y met. Tout le monde est d'accord qu'il y avait trop de candidatures fantaisistes. Justement, mais est-ce que quelque part, les critères ne sont pas excessifs? Est-ce que c'est pas trop corsé? Mais les critères sont pour tout le monde. Est-ce qu'à un niveau donné, pourquoi on n'a pas procédé de façon progressive à l'obtention de ce qu'on aspire? Non, on est allé de manière progressive. En 2021, c'est pas les mêmes critères. En 2024, en 2021, c'était pas les mêmes critères. On est passé à 10%. On est passé à un certain nombre je sais pas, c'était 10%, 15% de parrainage. Et puis après, on a augmenté. Parce qu'il y a une intention derrière. Fédérer, regrouper. Lorsqu'on vient d'un pays comme le nôtre, comme disait le président, on s'oppose à quoi, fondamentalement? Intention de Patrice Talon. On s'oppose à quoi? Je le disais avant, je peux humblement le dire que ma philosophie, je suis centraliste. J'estime qu'en tant qu'Africain, nous avons d'abord le débat du développement à faire avant le débat politique. Ceux qui font les options politiques que nous avons copiées en nous habillant de prêt-à-porter occidental, de la démocratie libérale occidentale, eux, ils ont fait le cheminement. Ils ont connu leur moment de développement. Ils ont erré. La France a connu des révolutions avant d'avoir la République. Et la République a connu première, deuxième, troisième. Donc, ils ont connu nous, on a connu aussi nos atermoiements. Mais est-ce que la logique de 90 était ce qu'il fallait? On a fait une réaction au lieu de faire une analyse objective, tranquille. Et si on considère que le contexte de 90 ne s'y adaptait pas vraiment, il fallait se débarrasser, comme on avait dit, de Kérékou, peut-être de son système. Mais depuis 90, on a fait quoi? On devrait analyser nos fondements. Il a fallu arriver pour le président Yahi, qui est aujourd'hui le patron du Parti des démocrates, que j'ai suivi moi, hein, bien dans son intention de candidature de 2004, je dis, a été dans l'optique qu'il fallait changer. Et 5 ans après au pouvoir, il a expliqué que les bases éthiques et morales sont ébranlées, il faut qu'on aille à la refondation pour aller au développement. Il a inventé le concept de la dictature du développement. On était tous d'accord. Il a fait 10 ans, on n'a pas réussi à avoir les résultats, pour plusieurs raisons sur lesquelles je ne reviens pas. Mais celui qui est arrivé, lui, il dit je suis prêt. Et il amène il a mené des éléments tangibles pour qu'on puisse avancer. C'était la dictature du développement. À mon humble avis, nous regrouper. Aujourd'hui, quand vous regardez dans les démocrates, vous voyez des gens qui ont fait venir Patrice Talon, qui étaient vraiment des d'anti-Yahi, qui se retrouvent dans le camp. De l'autre camp, il y a ceux qui étaient grand défenseur de Patrice de Boni Yahi. J'en fus parti. Et nous étions avec Zinsou. Et donc, pourquoi on a trouvé en Patrice Talon un certain nombre de postures qui permettent d'aller de l'avant, comme nous l'espérions sous la décennie Yahi. C'est ça qui a fait que, pendant 10 ans, aujourd'hui, on peut dire, on a fait des pas. C'est vrai, on a fait des pas parce qu'il fallait resserrer certaines libertés pour atteindre certains résultats. Et aujourd'hui, le contexte dans lequel nous sommes à la veille des élections nous montre vraiment que la discipline attendue est respectée. Un parti comme les démocrates aurait connu 2, 3, 4 fuyards, démissions fracassantes et des députés qui vont se faire marchander. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas parce que le contexte ne leur permettait pas. Et quitte, ils n'auront pas leur parrainage ne sera pas valable. Donc, du coup, nous sommes en train d'entrer dans un système de discipline où des blocs vont se créer, mais sous la discipline partisane. Si quelqu'un de la société civile a envie d'être candidat,
il a qu'à entrer dans un parti. Agapi, Maintenant, il y a quand même que le parti peut avoir ce qu'on appelle l'accord de gouvernance. Et ça lui permet d'avoir un candidat qui n'est pas du parti. C'est-à-dire qu'avec l'accord de gouvernance, ça veut dire que le parti peut aller choisir son candidat ailleurs s'il estime que... Pourvu qu'il soit d'un parti aussi. Non, pas nécessairement. Il peut trouver une personnalité, quelle qu'elle soit, avec laquelle elle a un accord de gouvernance qui lui permet... Mais tout à l'heure, le professeur qui a soulevé un aspect au niveau du parrainage... Dit, hein. Non, le code n'a pas dit que le candidat doit nécessairement... Le candidat doit avoir l'aval du parti. Mais le candidat ne doit pas être nécessairement... Non. Allez-y. Dans le cadre de l'élection présidentielle, il n'y a pas d'accord de gouvernance. L'accord de gouvernance, c'est dans le cadre de l'élection, des élections législatives en ce qui concerne... de coalition parlementaire. Oui, en ce qui concerne l'attribution des sièges. Oui. Au-delà. Moi, je pense que j'ai bien suivi mon ami Agapi Napoléon dans sa théorie tout à l'heure sur le développement. Moi, je pense que cette théorie n'est pas nouvelle. Elle n'est pas du tout nouvelle. Évidemment. Non, mais malheureusement, elle a toujours échoué. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et quand vous regardez la gouvernance du président Patrice Talon, vous vous rendez compte que cette théorie a échoué. Pourquoi? Il y a le président Sékou Touré. Sékou Touré, pendant la campagne pour le référendum de 1958, qui disait à De Gaulle que nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. En fait, c'est profond ce qu'il avait dit, parce que c'est la liberté qui permet la réflexion, qui va générer des idées dont l'application va permettre de faire reculer la pauvreté. Or, l'esclave ne réfléchit pas. Il applique les ordres de son maître. Il n'a pas de liberté, il n'a pas de réflexion. C'est qui l'esclave ici? L'esclave ici, aujourd'hui, c'est le peuple béninois. Comment? Parce que on nous impose une idéologie qu'on a appelée l'idéologie développementaliste. On privilégie les droits économiques et sociaux aux droits politiques. Oh, ça n'a jamais marché. Là, ça n'a jamais marché. De Patrice Talon. Oui, un instant, s'il vous plaît. Ça n'a jamais marché. Et moi, je pense que dans un état de droit, on doit concéder aux citoyens la liberté. Et cette liberté va leur permettre non seulement de réfléchir et de générer des idées qui vont permettre le développement, mais aussi de choisir leur propre voie de développement. De quelle liberté parlez-vous? Non, un instant. Agapi disait tout à l'heure que les réformes ont permis de discipliner la classe politique. Moi, je pense que les réformes ont échoué. Il faut le dire en toute sincérité. Vous voyez, on ne peut pas construire l'avenir sans jeter un coup d'œil sur le passé. Ce n'est pas possible. Pourquoi les pères fondateurs de 90, ceux qui étaient à la conférence nationale, ont décidé que c'est ensemble, nous devons choisir notre voie de développement parce que la révolution l'a imposé et la révolution a échoué. La révolution a fait exactement ce que le président Patrice Talon est en train de faire aujourd'hui. Imposer la voie par laquelle nous devons aller au développement, la révolution a échoué. Et ces pères fondateurs du renouveau démocratique ont dit, désormais nous devons nous asseoir ensemble et choisir notre voie de développement. Et la Cour constitutionnelle a tiré de cela un principe qu'elle a appelé le consensus national. Et vous observez à l'Assemblée nationale, de 91 à 2019, que les lois électorales ont été toujours discutées par les différents partis qui étaient présents. Discutées.
par les différents partis qui étaient présents à l'Assemblée nationale. Donc, c'est l'Assemblée monocolore issue de 2019 qui nous a imposé le processus dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Ça n'a pas été discuté par les différents partis qui sont présents à l'Assemblée nationale, étant donné que l'opposition avait été exclue. Tout est parti de là. Mais le processus-là a permis aux démocrates d'être au Parlement en 2023. Oui, nous sommes au Parlement en 2023, mais nous aurions pu éviter ce à quoi nous assistons aujourd'hui si on avait permis en 2019 à tous les partis politiques d'aller aux élections. Aujourd'hui, tout à l'heure, Agapi disait qu'on s'oppose à quoi? Non, on s'oppose à quoi? Et puis le président Patrice Talon l'a dit aux jeunes, il disait, mais écoutez, BRUP, LD sont les mêmes choses. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je cherche la différence aussi. Ah oui, il y a une différence. C'est pas au niveau des deux personnalités. Non, il y a une différence. La différence est d'abord idéologique. Il y en a? Oui, il y en a. Ce sont les idées par lesquelles nous voulons rassembler le peuple béninois. Ça, c'est la différence. Quand vous regardez la gouvernance du président Patrice Talon aujourd'hui, vous voyez le capitalisme pur. C'est le capitalisme pur à visage inhumain. Qu'est-ce que nous prônons au niveau du Parti démocrate? Nous prônons un capitalisme à visage humain. La social-démocratie. C'est-à-dire une démocratie dans laquelle plutôt on tient compte des besoins des populations pour élaborer les politiques publiques. Et non une démocratie qui écrase les citoyens. C'est d'abord la différence, c'est ça. Quand il dit BRUP, les démocrates, il a tort, c'est pas la même chose, pas du tout. À travers l'idéologie d'abord, on sent la différence. À travers les projets de société, on sent également la différence. À travers le discours de contestation de sa gouvernance, on sent la différence. C'est une erreur de dire ça aux jeunes, parce que ce n'est pas une bonne référence on donne aux jeunes quand on leur dit les partis que vous avez là sont les mêmes choses. Non, pas du tout. Chers jeunes, les partis que vous avez ne sont pas les mêmes choses. Chers jeunes, les partis que vous avez sont les mêmes choses parce que moi, j'ai fait partie, je dis toujours, je suis resté dans l'antichambre de la gouvernance Yahi. Je ne pense pas qu'il soit plus social-démocrate que Bruno Amoussou, que Abraham Ziziloué, que le professeur Idjikola Olé et que Mathurin Nago, quand je les prends, qui était d'ailleurs le répondant au Parlement. Je ne pense pas parce que le président Yahi a une qualité. C'est un harangueur, un bon populiste. Je dis toujours, dans les mouvements politiques, il est plus classable dans une posture que dans une idéologie. Il est plus populiste. Un banquier qui est social-démocrate, je veux chercher, je cherche, je ne le vois pas. Hein? Dans son fonctionnement, il n'est pas social-démocrate pour Yahi. Je le dis et je le... Par contre, il est un harangueur, c'est un charmeur, c'est un séduiseur, ou un séducteur, merci. C'est un séducteur. Donc, c'est quelqu'un qui sait parler. Et il est de son milieu. Vous voyez. Et pourquoi les démocraties occidentales ont gardé la monarchie dans la plupart des cas, en dehors des États-Unis, qui ont un système fédéral différent, avec des grands électeurs. Vous voyez, quand vous regardez chaque système, vous allez voir l'histoire. Vous voyez, quand vous prenez quelqu'un comme Mboni Yahi, vous prenez quelqu'un comme Patrice Talon, c'est deux postures différentes de la gestion, deux postures comportementales différentes, mais qui peuvent ensemble, normalement, concourir s'ils s'entendaient. Parce que l'un a peut-être l'art d'haranguer, l'autre sait haranguer, mais il dit, laissons le verbiage et allons à l'action parce que une plaie gangrénée n'a pas besoin de théorie, a besoin de chirurgie et donc de mesures draconiennes pour aboutir aux conséquences. Alors, entre ma population souffre, je ressens la douleur de celui qui a la plaie gangrénée, donc on ne fait rien, on caresse dans le centre de poil, on met un peu, on tourne autour, on laisse, ça se gangrène, et on laisse, et puis au plus des cas, ça pourrit, ça tue, et je dis, bon, ok, vraiment, je suis désolé, mais je suis obligé d'appliquer la thérapie. Voilà les deux postures.
Patrice Talon est un homme d'action. Il a vu venir. J'ai posé le procès dit tout à l'heure, il dit qu'en 72, on a imposé. On n'a rien imposé. Quand les militaires sont arrivés, toutes la force vive de l'époque ont soutenu, quand Mathieu Kérékou a dit vive la révolution, à la fin, mais ça a grainé tout le monde. Le discours programme pour une politique nouvelle d'indépendance nationale était l'œuvre des jeunes, plus jeunes que vous aujourd'hui, moins jeunes que vous aujourd'hui, mais à l'époque, en 72, c'était eux. C'est eux, les quelques rares qu'on a aujourd'hui qui sont là encore. Mais c'est eux qui ont contribué. Après, la question c'est de savoir est-ce qu'il faut inclure l'idéologie ou pas. Et c'est la question de l'idéologie qui nous a conduit, peut-être, à choisir le marxisme-léninisme. Mais le contenu de la politique de 72 à 75 était celle de 72. Le discours programme de 72 est encore d'actualité. Et normalement, si notre système éducatif était un système vraiment cohérent, on devrait l'apprendre, on devrait l'afficher dans les salles de classe. Pour que les jeunes comprennent que le Bénin n'est pas né aujourd'hui. Et la politique, la chute du PAPB, n'est pas due au système. C'est à la gabegie, c'est au cadre que quelqu'un appelait des intellectuels tarés et dépaysés, à qui on a nationalisé, on a confié l'État, qui ont utilisé, qui n'ont pas été en mesure de diriger les entreprises, et on est allé à la gabegie, et ça nous a conduit en 88, 89, à la banqueroute, à la conférence nationale que quoi dit. Ce n'est pas une affaire politique, c'est une affaire économique. La preuve, quand on a repris en 90, quelle élection on a fait sans crise? Je ne voulais pas parler de 91, on a dû donner l'amnistie à Kérékou, avant qu'il ne reconnaisse sa défaite. Je ne voudrais pas parler de 96, où Soglo a tenté, ce qu'il a appelé le troisième tour au rôle des arts, a tenté de s'opposer ici. Et le livre de notre doyen, Dr Emmanuel Adjovi, résume une présidentielle en Afrique, l'élection présidentielle de 96 au Bénin. En lisant, ça résume ce qui s'est passé. Je pense que vous avez intérêt à le lire. C'est en vente libre, Katala, en Internet. Ensuite, l'élection de 2001, où Kadila Zanaï et la RB disent que c'est le jour le plus sombre et qu'ils vont aller à l'investiture en noir pour montrer que la démocratie est en deuil. En ce moment-là, en 2001, Soglo, qui est arrivé au second tour, a refusé d'aller au second tour parce qu'il estime que son prédécesseur, son challenger, a fait bourrer les urnes alors qu'il était aux élections. On est allé au premier tour, il refuse d'aller au second tour. Adrien Mbedi, le troisième, refuse d'y aller. Donc, je n'ai pas... Quand vous regardez, en 2006, c'est peut-être l'élection la plus aboutie avec la société civile qui s'est impliquée pour que on puisse organiser les élections. Tout le monde a voulu un changement et on a accompagné Boni Yayi. Mais la même société civile s'est retournée contre lui très rapidement parce que Boni Yayi a une vision, un bon thérapeute, comme je l'ai dit, mais c'est pas un bon... il fait le diagnostic, il n'arrive pas à mettre la thérapie. Donc du coup, traitement là, le professeur a dit beaucoup de choses tout à l'heure sur Yayi et sur le gouverneur Talon, sur lesquels je ne peux pas, parce que je dois commencer par les dire, je vais... Non, il faut mais en 2019, oui. Demandez à Eric Ndete pourquoi il a fait partie de la commission paritaire avec Adrien Mbedi, qui devrait aboutir à réformer la loi électorale pour permettre à tout le monde d'aller aux élections. La commission mise en place au palais, sous la présidence de Mbedi Adrien, qui devrait aboutir à corriger les textes. Parce que cela dit, je conçois que c'est pas normal que ce soit les partis me soutenant celles qui aillent aux élections. Et donc, le président Mbedi a fait toutes les correctifs possibles tant que ça ne viole pas la Constitution. Ils sont allés, commission paritaire. Ils ont signé un mémorandum. Ils sont allés présenter ça, Gaba Yaya et Eric Ndete, ils sont allés présenter ça au président Yayi. Il a dit quoi? Qu'on donne le quitus à tout le monde et qu'on donne le récépissé. C'était la question donc du récépissé, comment on dit, certificat de conformité. Qu'on donne le certificat de conformité à tout le monde et que tout le monde aille aux élections. Pour un ancien président, quelqu'un qui a été aux élections pendant 10 ans, a été aux affaires pendant 10 années, quelqu'un qui a connu une élection de 2011, où on est allé aux élections où la Cour a imposé une lépie qui n'existait pas à l'époque, malgré le vote de la loi par le Parlement, pour abroger. Lorsqu'on dit donner à tout le monde, mais c'est qu'on se méprend
sur le fonctionnement des élections. Donc, si on n'a pas été aux élections, il y a eu ce qu'ils ont appelé le Parlement monocolore. C'est justement parce que Patrice Boni Yayi n'a pas validé pour son parti les réformes. Et donc, on s'est retrouvé en situation de moi, je pense que... Oui, je rectifie. Oui. Vous savez, Boni Yayi, en 2019, n'était président d'aucun parti politique. Non, mais il était président d'honneur de FCBE. Non, suivez-moi, s'il vous plaît. Demandez à Eric Moudeke et à Gamba Yaya. Je donne la référence. Oui, alors, on va s'écouter, oui. Ce que le président Boni Yayi a dit, mais c'est ce qu'il fallait faire. Et quand ça n'a pas été fait, vous avez vu les conséquences. Oui. Les pertes en vie humaine. Au-delà de ça, moi, je pense que en matière de social, on ne peut jamais comparer le président Patrice Talon et l'ancien président Boni Yayi. C'est incomparable. C'est incomparable. Ils ne sont pas les mêmes. Tout le monde arrive aujourd'hui à dire que celui qui a le plus fait du social dans notre pays, c'est le président Boni Yayi. Le social sur Boni Yayi, c'était quoi? C'est les déclarations. Non, ce ne sont pas. Le social, ce sont les réalités. Pour nous rafraîchir la mémoire, vous avez par exemple Boni Yayi, c'était quoi? Le microcrédit aux plus pauvres. Vous avez le microcrédit aux plus pauvres. Renforcer tout ceci. Non, au moins, je prends le microcrédit aux plus pauvres. Vous avez suivi toutes les récriminations autour de cette opération? Il peut avoir de récriminations. Oui. Non, écoutez, c'est un autre aspect. Boni Yayi n'a jamais dit à la télé, allez politiser le microcrédit aux plus pauvres. Il n'a jamais dit ça. Mais il a créé, on l'a vu, on a vu l'impact sur la vie économique béninoise. On a vu ça. La gratuité de la césarienne. Les enfants, le traitement, les soins aux enfants de 0 à 5 ans. C'était sous le président Boni Yayi. Et la gratuité au niveau de l'enseignement. C'était le président Boni Yayi. Aujourd'hui, parce que non, même si c'est à 5%, même si c'est à 5%, même si c'est à 20%, même si c'est à 50%, 70%, il l'a fait. Mais aucun président n'a autant fait dans notre pays. Ça, il faut le reconnaître. Hein? Même à l'université. C'est parti du président Boni Yayi. C'est parti de lui. Les recrutements, le reversement des enseignants, c'est parti de lui. Aujourd'hui, les enseignants sont chosifiés au niveau du primaire et du secondaire. Donc, dire que le président Boni Yayi est un bon banquier qui n'a pas fait du social, je ne suis pas d'accord avec vous. L'histoire est là, on peut aller consulter. Maintenant, vous avez parlé du PRPB. C'est vrai qu'il y a eu le discours programme, on ne refuse pas. Mais le parti unique, quand il a été créé, les conséquences nous ont conduit à la banqueroute dont vous parlez, parce que il n'y a plus la possibilité de critiquer. Il y a eu des exilés politiques. Sous la Révolution, on ne pouvait pas critiquer. Tous ceux qui critiquaient étaient arrêtés, emprisonnés, condamnés. Les plus chanceux se sont exilés. Ils sont présents dans notre pays aujourd'hui. Les plus anciens parmi eux, c'est les Adrien Oumbedi, condamné 2 fois à mort. Il a fait l'exil. Bruno Amoussou, il a fait l'exil. Ils sont là, on peut les questionner. Donc, la conséquence en est que le système ne pouvait pas être critiqué. On a assisté à la banqueroute. Aujourd'hui, il ne peut pas être critiqué. Aujourd'hui, si vous prenez la Constitution révisée en 2019, vous remarquez qu'on a constitutionnalisé l'opacité. C'est-à-dire? Dans la gestion de la chose publique. Les députés... Vous voulez parler des ratifications d'accords de prêt? Je veux parler de ça. Oui. Comment vous voulez qu'on mette dans une constitution que l'Assemblée nationale aura juste à ratifier un accord de prêt? Juste à ratifier ça après la négociation et l'exécution. Ça n'a pas de sens, c'est l'opacité. Or, avant, c'est l'Assemblée nationale
qui autorisait. Mais on avait vu Boni aussi se plaindre. Oui, on a le pouvoir de crise. C'est-à-dire que la Constitution permet au président de la République. Un pouvoir qui n'est pas très élégant. Oui, ça a été fortement critiqué. Oui. Ça a été toujours critiqué. On est d'accord. Mais ça, c'est pas pour solutionner cela qu'entre-temps... Non, c'est une mauvaise solution. Il faut laisser l'Assemblée nationale décider de ne pas ratifier d'abord, avant que le président de la République n'ait recours maintenant au pouvoir de crise, ce qui n'est pas le cas. Oui. Les crises électorales, c'est bien vrai. Moi, j'ai lu l'ouvrage dont vous parliez, l'ouvrage d'Emmanuel Ayovi. Moi, je l'ai lu, je l'ai relu plusieurs fois. Mais les crises électorales n'ont jamais atteint le niveau qu'elles ont atteint sous le président Patrice Talon. Les crises électorales n'ont jamais atteint ce niveau-là. La Commission béninoise des droits de l'homme a produit son rapport sur 2019, sur 2021. Plusieurs morts, plusieurs exilés politiques. C'est la Commission qui a parlé d'exilés politiques? Mais la Commission béninoise des droits de l'homme, vous avez vu son rapport à l'Assemblée? Oui, bien sûr. Son rapport à l'Assemblée nationale, non, vous ne l'avez pas suivi. Maintenant, le certificat de conformité, je l'avais déjà dit. Moi, je pense que c'était une erreur d'avoir dégagé ce certificat de conformité pour restreindre le champ politique. Ça a été ce qui a été fait en 2019 pour les élections. C'est dit que ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est pas dans l'intérêt général. Ce n'est pas dans l'intérêt général. C'est dans l'intérêt de celui qui est au pouvoir. C'est pourquoi ça se fait comme ça. Si c'est dans l'intérêt général, on devrait laisser l'Assemblée nationale être composée de toutes les forces politiques, aussi bien celles qui soutiennent le chef de l'État que celles qui s'opposent à lui. Regardez les conditions dans lesquelles... Elle l'est aujourd'hui. Hein? Elle l'est aujourd'hui, composée de Dans quelles conditions nous étions partis aux élections en 2023? C'était restreint. La magnanimité de la Cour constitutionnelle. Non, c'était restreint. Encore que, comme lui-même il vient de le dire, avec la magnanimité de la Cour constitutionnelle. Un parti politique n'a pas besoin de la magnanimité de la Cour constitutionnelle avant d'aller aux élections. Elle régule la vie politique, mais les partis politiques animent la vie politique et contribuent à l'expression des suffrages. Les critiques individuelles, non, cher ami, on doit pouvoir laisser les partis politiques jouer leur rôle sans restriction, sans aucune restriction. Je vous donne un exemple. Lorsque vous regardez les coalitions politiques qui se formaient pour aller aux élections législatives dans notre pays, vous allez voir que on avait plusieurs partis politiques, mais chaque fois qu'il y avait une élection législative, il y avait des coalitions politiques qui se formaient pour aller aux élections. Donc, le système était régulé par son propre mécanisme. C'est ce qu'il faut laisser faire de telle manière qu'à un moment donné, le système sera performant. Et du moment où il est performant, de manière naturelle, vous allez voir les partis politiques se mettre ensemble pour créer les grands ensembles. Parce que ce qui se fait actuellement ne peut pas survivre en 2026 en cas d'alternance. Là, on y revient, si vous permettez. Oui, rapidement, Forican. Oui, moi, je suis mon vis-à-vis et je dis, bon, oui, il est dans sa ligne. Je suis dans la mienne. Il faut bien que les internautes voient simplement, c'est une affaire de choix et d'option. Je dis, le PAPB, je continue de dire aux plus jeunes, de questionner les archives. C'est dommage que l'enseignement ne permette pas d'aller plus loin. Du point de vue formation civique, du point de vue participation aux affaires de l'État, le parti unique a donné plus de marge que le renouveau démocratique. Je sais de quoi je parle. Je dis, l'Assemblée nationale révolutionnaire, qui était constituée, non pas des élections mécaniques, de liste, où c'est les meilleurs, où c'est ceux qui dépensent le mieux qui gagnent, c'est plutôt pas des catégories socio-professionnelles et confessionnelles. Donc, l'Assemblée nationale était un reflet de la société, de l'État, du pays. Les débats se faisaient
de manière à ce que les langues nationales des membres, des commissaires du peuple soient utilisées. Mais là n'est pas le problème. Le vrai débat, c'est quoi? Le vrai problème, c'est quoi? C'est qu'un ministre qui débarque à l'Assemblée nationale révolutionnaire, il sait qu'il ne peut pas maîtriser son domaine à moitié, il doit le posséder. Il doit s'entourer des cadres pour donner satisfaction au commissaire du peuple. C'est comme ça qu'on appelle les députés. Donc, l'Assemblée nationale révolutionnaire, c'était un haut lieu de grand débat. Le comité central n'était pas constitué des monolithistes. C'est les jeunes, l'OFGAB, les femmes, l'OFRB, les militaires, le comité de révolution des garnisons, les CDR, le comité de défense de la révolution. C'est ces groupements qui s'entrechoquaient autour des grandes idées. L'UNSTB, qui était le syndicat de participation à l'époque. Donc, ce qu'on appelle les organisations de masse du parti, ils n'étaient pas monolithistes. Ils avaient des idéaux centrés sur une vision du développement. C'est-à-dire, ils ne savaient pas, on veut faire l'autoroute, on veut prolonger les chemins de fer de Parakou à Gaïa. On dit, est-ce que c'est l'urgence du moment? Est-ce qu'il n'est pas mieux de faire telle chose, de construire un hôpital à Sonsoro ou bien Igolo? En fait, il y a de grands débats qui se faisaient. Et que les jeunes ne savent pas. Donc, au sein du PAPB, il y avait une vie politique qu'il faudrait questionner. Et moi, je déplore qu'il y ait très peu d'écrits scientifiques sur ces questions. Parce que on dit monolithisme. Ah non! Le bureau politique à la tête duquel était Mathieu Kérékou était contrôlé, était dirigé par des classiques du système. Et là encore, les débats sont vifs. Il faut demander. Je pense que Degla vit encore, qu'on le fasse parler. Et comme j'interpelle Pioche, je dis, mais c'est pas sérieux qu'il se taise. Il est l'un des dinosaures qui vivent encore, et qui parle. Ou qui laisse au moins un écrit. Bien. Alors quand j'ai fini de dire ça, depuis 90, donc, ce qui s'est passé avant 90, on a confié la gestion des sociétés d'État aux cadres, aux diplômés, qui n'étaient pas tous des membres du parti. Les sociétés ont été tuées une à une. Ça, c'est pas le parti qui les a tués. Pendant la Révolution. Absolument. Mais il faut bien des Béninois pour diriger. Ce n'est pas les Blancs qui viendront diriger. Alors que nous devons compter sur nos propres forces. Mais ils sont diplômés. Ils disent qu'ils ont les diplômes. Administrateurs des sociétés, administrateurs de ci, de ça. Ils ont tué une à une. Par concussion, par toutes sortes de gabégies, par toutes sortes d'incompétences, de prévarication et autres. D'accord, le système a ses failles. Mais qui étaient les responsables? Les jeunes, des cadres, des gens formés, diplômés. Ça, le projet du PPB, on peut le faire en dehors de la conférence nationale. On l'a jamais fait. Parce que justement, il y avait des éléments qu'on pouvait récupérer. Revenons à la démocratie et à nos élections. Vous avez dit que ça n'a jamais atteint ce niveau. Mais est-ce qu'on a fait le point de ce qui étaient les maîtres des violences de 2019? Moi, j'ai lu Amnesty International, j'ai lu la Convention des droits de l'homme, j'ai lu beaucoup. Je suis un défenseur de liberté. Je suis un des médias. J'ai dirigé les journalistes et je sais, je continue. Mais moi, on m'a appris que la liberté s'accompagne de la responsabilité. Lorsque le 28 avril, aux élections, on brûle à Parakou, à Savé, à Banté, à Tchaourou, on brûle, on violente, et que la police reste sans agir, est-ce que c'est normal? Est-ce que les citoyens là n'ont pas droit aussi à la défense par l'État? Et lorsque le 1er mai, on a repris ici à Cotonou, parce qu'on voulait destituer le président par un mécanisme insolite. Et l'État a laissé faire entre 16h et 19h. Et puis après, l'État est entré en ligne de compte. Voilà, il faut qu'on soit responsable. Et à la fin, le président Talon a dit, regroupons-nous pour voir ce qu'on peut corriger. Donc, pour aller aux élections, le certificat de conformité a été rejeté par Bonéaï, qui a demandé aux membres, à Gabayaya et à Eric Mundete, je les interpelle, de ne pas continuer et ils ont saqué leur signature. C'est pas responsable de la part des députés que nous avons élus. Le député est l'élu de la nation, il n'a pas demandé impératif. Alors, et donc, normalement, on devait leur imposer le mandat impératif qu'ils ont, c'est une forfaiture. C'est pas juste. Alors, mais on a évolué. C'est parce qu'on ne fait pas on ne fait pas le point. Oui. On évolue et les générations suivent et ne voient pas ce qui s'est passé fondamentalement. Nous restons en superficie. Eric, c'est un grand frère, ami, camarade, je peux même le dire. Gaba, bon, je l'ai connu à la Sénat et autres, mais
Je n'ai rien contre. Et comme je dis, moi, j'étais yaïste. Je le dis, je le revendique. Donc, jusqu'au début à la fin, on est resté même là. Donc, je n'ai pas d'a priori. Mais il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas. On ne peut pas avoir gouverné 10 ans et aller contre des désirateurs de la Cour constitutionnelle par rapport à cette certificat de conformité. On peut pas débattre de certificat de conformité. Non. Mais on a dit, les décisions de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent à tous. On essaie de dire. Dès lors qu'on a dit ça, je ne vois pas, même si la Cour se trompe, ça veut dire quoi? En français facile, même si la Cour se trompe et invente quoi que ce soit, ça s'impose à tout le monde. C'est ça que la loi a dit. C'est ça le test. Alors, donc on peut ne pas être d'accord. Et comme on a dit le poisson est au lot, on peut, la Cour constitutionnelle a dit que ça s'impose à tout le monde, mais on n'a pas dit qu'on ne peut pas critiquer. Donc on peut critiquer, mais on doit appliquer. Si on avait appliqué cette décision, c'est que les FCBE auraient peut-être pu aller aux élections. Peut-être on aurait pu corriger la loi. On n'a pas corrigé. Et FCBE n'a pas été aux élections en 2019. À cause du certificat. À cause de rébellion contre la Cour constitutionnelle. C'est pas ça. À cause de la rébellion on va progresser. On va progresser. Non, c'est pas ça. Il faut que je rectifie ça. À cause de la rébellion contre la Cour constitutionnelle. Ça, c'est d'abord ça. Donner le certificat de conformité à tout le monde. Après 2019. Bien. Après 2019, en 2023, on a failli. Il n'y a pas de la révision de la Constitution. Mais, vous voyez, ce Parlement monocolore a révisé une Constitution. Je leur donne leur acte. Le Parlement monocolore a révisé une Constitution, à minima. Moi, je dis, si moi j'étais en position majoritaire, j'étais pour cette Constitution, on l'aurait nettoyée de beaucoup de choses. Et ce Parlement était tellement modeste en montrant que nous avons toute la puissance de faire tout ce qu'on veut. Et en Afrique, on peut compter. Et ils sont que des deux. Et ils l'ont révisé à minima. C'est vrai. On va faire le débat de 50 ans. On le fera en son temps. Après Patrice Talon. Parce que tant qu'il est là, les gens ont de la fixation. La loi est la loi. Qu'on ait parlé, non, il a évoqué un acte de la Constitution. J'ai dit, mais quelle que soit la ratification, on peut décider qu'au Bénin, il n'y a pas d'autorisation de ratification. Il n'y a même pas. On peut décider. On n'est pas tenu. Nous sommes un pays libre et souverain. On peut décider de ce qui est du domaine de la loi et de ce qui est du domaine du règlement. Et la Constitution l'a dit. Donc, dès lors que la Constitution a été révisée par les formes requises en 2017, Patrice Talon a échoué. Il n'a pas forcé. En 2019, ce n'était même pas lui qui c'était les députés. Qu'il soit du côté il soutient le président. Dans toute grande démocratie sérieuse, le Parlement est toujours en harmonie avec le gouvernement, sauf quelques crises. C'est des exceptions où ils sont en opposition. Merci. Donc la ratification n'est pas universellement dit que ça doit relever d'une autorisation préalable des députés. Non, donc, ce que nous essayerons fait partie de notre droit politique. Ce que nous essayerons fait partie de notre droit politique. Merci, on vous a compris. Il est important de... Moi, j'ai une question. Non, c'est important. En quelques secondes, vous allez permettre qu'on puisse progresser et parler du cadre. Il est important de rappeler que la loi de révision constitutionnelle de 2019 a été déclarée par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples comme contraire à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, annexée à notre constitution et qui fait partie du bloc de constitutionnalité. Et le gouvernement ne s'est jamais conformé à cette décision de la Cour africaine. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, dans la réalité, le Bénin navigue dans le vide constitutionnel parce que la décision qui a été rendue n'est pas respectée. Oh, c'est ça que le gouvernement s'est dit, que la loi de révision constitutionnelle qui a été adoptée, et c'est ça que le gouvernement applique. Au-delà de ça. Les normes, il y a des délégations sur les normes communautaires. Non. Écoutez, le Bénin a fait l'option. Quand vous prenez la Constitution du 11 décembre 1990, vous allez voir la Charte africaine qui est annexée à la Constitution. De telle manière que
elle fait partie du bloc de constitutionnalité. Ça n'a pas empêché la Cour constitutionnelle de sortir, d'avoir des décisions sur la question. Écoutez-moi. Merci, oui. Et la Cour constitutionnelle n'a jamais remis en cause ce bloc de constitutionnalité. Jamais. Mais a montré les Elle limites. Elle ne l'a jamais remis. Mais a montré les limites des normes communautaires. Moi, je pense, au-delà de cet aspect que j'ai soulevé, moi, je pense que la souveraineté appartient au peuple. Exact. Et John Locke l'a théorisé. Le peuple, à tout moment, peut se soulever et renverser le gouvernant qui a été élu. C'est sûr. C'est qui le peuple? Mais pas la rue. Mais le peuple n'est pas la rue. Je suis d'accord avec vous. Écoutez. C'est qui le peuple? Non. J'aime bien ce débat du peuple. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Vous savez, dans le processus de prise de décision, il y a des étapes. Il y a ce qu'on appelle en politique publique la panique morale. Il faut provoquer une panique morale qui va amener les uns et les autres à s'intéresser à ce qui se passe. D'accord. Et c'est à partir de là que la mobilisation est faite. Donc le peuple est instrumentalisé. Non, le peuple n'est pas instrumentalisé. Le peuple n'est pas du tout... Le peuple est éclairé. Il est éclairé. Le peuple est éclairé. Mais il faut des citoyens pour orienter ses choix, pour pouvoir amener le peuple à comprendre que ce qui se fait n'est pas dans son intérêt. Encore que, ce qui a été fait en 2019 et dont il parle n'est pas ce qu'il dit. Pas du tout. Des citoyens ont désapprouvé le vote, l'organisation des élections en 2019. Il y a les voies de recours. Non, ce n'est pas parce que, ce n'est pas, vous savez, oui. Au Burkina Faso et au Mali, cela s'est passé et l'affaire est partie à la CEDEAO et il était question pour la CEDEAO de dire si au Burkina Faso, il s'agissait d'un coup d'État ou d'une révolution. C'était embarrassant. Est-ce qu'au Burkina Faso, c'était un coup d'État ou une révolution? Or, la CEDEAO n'a pas prévu le cas de révolution. Très bien. Voilà. Ce sont les la CEDEAO n'a pas une assemblée légiférante, non. ni une constituante. Ce sont les réalités oui. de la vie politique et avec lesquelles il faut faire. Donc, il revient aux citoyens, oui. Et je dis aux citoyens, aux gouvernants, de gouverner dans l'intérêt général. Absolument. Pour ne pas amener le peuple à se soulever. Je constate que Agapi Napoléon fait l'apologie du PPB, il est nostalgique. Non. Il est nostalgique, je remarque qu'il est nostalgique d'une période. Je refuse l'amnésie sélective. Peut-être, non, ce n'est pas l'amnésie sélective. Peut-être qu'il a été marqué. Par l'irresponsabilité des responsables par son parcours scolaire ou bien universitaire. Mais moi, je pense que, vous savez, ceux qui se sont réunis à la conférence nationale sont des gens très intelligents. Sont des Béninois très intelligents. Les reliques de l'ancien système. Non, écoutez, s'il vous plaît, ce sont des Béninois très intelligents. Et s'ils en sont arrivés à la conclusion que le système qui gouvernait là n'était pas bon pour le peuple béninois et avait décidé de changer de chemin et d'aller vers la démocratie, je pense qu'ils avaient des raisons de le faire. Écoutez, ce qu'ils ont proposé, qui avait été adopté en 90, nous a permis d'avoir une stabilité jusqu'en 2019, où sa remise en cause a provoqué encore l'instabilité qu'on dénonçait. Alors, on va suivre rapidement Agapi. Ah oui, c'est comme ça. Sur votre opinion sur son commentaire. J'aime bien la révision constitutionnelle de 2019 afin qu'on puisse progresser. J'aime bien la je suis pas nostalgique de passer du PPB. Je suis là pour rappeler ce que tout le monde fait en sorte de ne pas
sorti. Votre commentaire. Donc, du coup, je vais le répéter. Non, il y a eu beaucoup d'écrits, hein. Si la période, il y a beaucoup d'écrits. Oui, il y a eu beaucoup d'écrits. J'ai lu Banega. Il y a eu beaucoup d'écrits. Qui a pu au moins nous ramener. Il y a eu beaucoup d'écrits. Les écrits. Il y a eu beaucoup d'écrits. On peut en discuter. Oui, on peut en discuter dans le débat. Mais je dis que les gens ils ont fait fort de diaboliser le moment, l'instant. Du point de vue science politique, je pense que nous avons besoin de revisiter le PFP. Mais ça a été toujours revisité. Pas qui? Moi, je l'enseigne chaque fois. La révision. Moi, tu l'enseignes, mais à qui et sur quelle masse? Non. Avec quel regard? Le regard du système qui a échoué, qui a dictature militaro-marxiste. La confusion, s'il vous plaît, la confusion que Agapi n'a pas de fait. Non, la confusion, c'est entre les politiques publiques de la période révolutionnaire et le système politique même. On est d'accord. Les deux sont ensemble. Non, on est d'accord que tout ce que la révolution a fait n'est pas mauvais. On est d'accord sur ça. On est d'accord. Et puis on cite des politiques publiques qui étaient bonnes. On cite. Non, justement. Du moment où le système qui a généré ces politiques publiques n'était pas bien, c'est normal que à son décès, on l'enterre avec tout ce qu'il y a de politique. On va laisser la C'est ça qui fait que justement de 90 à aujourd'hui, on a continué avec les tares, c'est-à-dire gabégie, mauvaise gestion, concussion. Toutes les mêmes, il a fallu des commissions. Donc, du coup, on a fait le mauvais procès en 2019. Je reviens un peu, le procès dit... Donc, vous parliez de la révision de la Constitution. La nouvelle Constitution date de quand? D'après les législatives. Non, il n'y a pas de nouvelle Constitution. Non, enfin, celle dont vous parlez, la révision, la loi de novembre. On a toujours la Constitution la loi de novembre 1990. Qui est en vigueur. La loi de novembre, mais la loi là n'existe pas, selon la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Merci. Heureusement que vous. Allez-y. Non, c'est pas moi qui le dis. C'est la Cour africaine qui l'a dit. N'impose pas mais on a ratifié la charte. Désolé. On a ratifié la charte. Je n'ai jamais été. Non, ne dis plus ça. Je n'ai jamais été membre de la Cour constitutionnelle. Je n'ai jamais été membre de la Cour constitutionnelle. Mais je me nourris beaucoup des décisions. Elles ne disent pas toujours les mêmes choses que vous dites. Donc, du coup, ça, on va quitter là. On va pas rester dans ce champ. Parce que, voilà. Donc, elle ne dit plus ça. Elle ne dit pas les mêmes choses que vous. Tout comme d'ailleurs, le consensus prétendument à valeur constitutionnelle a été revisité par d'autres décisions d'autres cours constitutionnels. Sous qui? Mais pourquoi vous voulez personnaliser? Mais la Cour, c'est orienté dans l'intérêt de celui qui est au pouvoir. La Cour constitutionnelle a dit un éminent ancien président est une cour à la limite politique. Elle va dans les nouvelles, elle va plus loin, elle va plus loin au regard du contrôle de constitutionnalité. En dehors du contrôle de constitutionnalité pur, cette cour a la latitude la Cour constitutionnelle du Bénin, en fait-elle de trop un très bon texte de Dandi Yamou, un très bon texte de Dandi Yamou, que vous connaissez très bien, parce que je ne veux pas vous dire d'aller lire, mais ce texte se suffit à lui-même. La Cour constitutionnelle du Bénin, en fait-elle de trop. Alors, ce texte est tellement bien écrit, tellement bien renseigné, que tous les débats que nous faisons là auraient déjà été vidés. Mais je reviens un peu à la réunion. 2019, ce n'est qu'en novembre qu'il y a eu la loi constitutionnelle dont vous parlez. Mais les élections ont eu lieu en avril, dans le cadre de la Constitution de 90. Et le Parlement, qui finissait le Parlement de 2015, qui a fait tous les tests sur lesquels nous sommes passés. C'est le Parlement de 2015. Mais le Parlement n'a pas dégagé le certificat de conformité. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont jamais d'aucun recours. Et donc la Cour a sorti. Ah oui, attendez. Ce débat-là, il y a fait. Si on n'a pas, si on ne. Quand on regarde le contexte. Donc il y a un contexte. Non, ce n'est pas ça. Oui, justement. La régulateur du fonctionnement régulier. Elle régule. Oui. Elle régule, mais quand vous revisitez. Elle est juge constitutionnelle. Non. Elle a régulé. Alors, si vous permettez. En fait, non, on va parler de 2026. Parce que là, on est en train de prendre le temps. Mais il faut continuer. Il faut continuer 2019. Il faut continuer. Parce que c'est pour prévenir 2019 qu'il y a des plaintes par rapport au code électoral. En 2011. Cette Cour constitutionnelle-là, donc on attaque,
a imposé une lépie qui n'a jamais existé. L'Assemblée nationale, qui est la représentation nationale, a voté une loi pour dire on suspend d'abord. La Cour dit non, on ira aux élections avec la lépie. Cette lépie n'avait jamais existé. En se basant sur quoi? Sur les engagements internationaux. Je dis. Ah oui, sur les engagements internationaux. Bien sûr. Merci, les engagements nationaux. On va ratifier la Cour constitutionnelle. Alors, je dis que la Cour constitutionnelle n'impose pas au Parlement normalement. Chacun, la Cour juge de constitution. Donc, si en 2011, on était aux élections législatives, pour conclure, avec une décision de la Cour constitutionnelle, à l'élection présidentielle, avec une lépie qui a créé toutes sortes de problèmes, mais qu'on a dit, c'est ça, notre Cour a décidé, et les anciens présidents ont appelé au calme pour dire, allons-y, on y est allé. Donc, je fais partie de ceux qui étaient là à l'époque, et je sais de quoi je parle. Donc, si déjà, je ne pense pas qu'on puisse faire une décision de plus grand que de dire Parlement, tu n'as pas, ce que tu as dit là, tu as légiféré, hein, mais on met ça de côté. On n'a pas dit que la loi anticonstitutionnelle, hein, mais on dit, on va aller aux élections avec la lépie. La lépie, on dit Parlement, tu es important, hein, mais nous, on peut aller au-delà. La fonction politique de la Cour constitutionnelle, elle en a. Et donc, moi, j'admets que la Cour constitutionnelle a des fonctions politiques et en a exercé depuis 80. Vous êtes d'accord jusqu'à aujourd'hui. Il y a un élément qui doit progresser. Il y a un élément qui vient d'aborder. Regardez. On risque de conclure. Pour conclure. On risque de conclure ça aborder pour conclure cette partie-là. Non, on va conclure. Il y a un élément qu'il vient d'aborder et qui est très symbolique. Regardez, en 2011, le président Bouni Yahi a accepté les recommandations des anciens présidents, dont Zissou. Non, attendez. C'est lui qu'on attaquait. Et en 2019, vous l'aviez dit tout à l'heure, en 2019... Les présidents sont allés au marché pour défier l'État. Écoutez, non, vous... En 2019, ils sont allés au marché pendant que les appelaient au calme. Professeur Kiti, est-ce qu'on peut parler de 2026? En 2019, ils sont allés au marché pour demander qu'on se isolait contre... Professeur Kiti, est-ce qu'on peut parler de 2026 maintenant? Oui, on va en parler. Vous aviez dit tout à l'heure que le président Bouni Yahi a demandé à ce qu'on donne le certificat de conformité à tout le monde. Mais il n'avait pas été suivi. Il n'est pas la Cour constitutionnelle, lui. Non, mais il n'est pas la Cour constitutionnelle. Oui. Mais malgré la décision ça, vous l'avez dit tout à l'heure, professeur Kiti. Vous l'avez dit tout à l'heure. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Il y a un ancien président qui a fait la médiation. Pour 2026. La médiation plutôt. Dans la logique de ce que la Cour constitutionnelle a dit. Non, écoutez. En respect de ce que la Cour a dit. Le certificat de conformité, on ne peut plus faire il n'est plus en vigueur. Voilà. Il n'est plus en vigueur. Alors parlons de 2026 aujourd'hui. C'est important, c'est important. Oui, vous l'avez rappelé, on l'a rappelé. Voilà. 2026, au niveau des démocrates, vous avez des plaintes au niveau du code électoral. Il y a aussi, si vous permettez aussi, des interrogations, des gens qui s'interrogent de savoir au niveau des démocrates, est-ce que les démocrates, vous faites la promotion de la gouvernance Yahi ou la promotion d'une gouvernance des démocrates? Parce qu'on a comme l'impression que, certes, même si Bouni Yahi est le leader charismatique de cette formation politique, tout concourt ou tourne autour de Bouni Yahi, de sa gouvernance. Non, moi, avant de le dire, moi, je pense que... Sans faire un retour dans le passé. Non, je vais l'aborder. On va évoluer. Voilà. Le débat sur le certificat de conformité, on ne peut plus faire ce débat-là. On fait le débat de 2006 parce qu'on est presque à la fin. On l'a suffisamment fait. Pour le parler, on sait que cette décision était la plus mauvaise. Là, vous y revenez. Maintenant, mais on devrait tout le monde par rapport à ce que la respecter. Par rapport à ce que vous venez de dire. Moi, je pense qu'il faut faire une différence entre le président Bouni Yahi, ancien président de la République, et le président Bouni Yahi, président du parti Les Démocrates. C'est cette différence que ceux qui sont au pouvoir de mauvaise foi n'arrivent pas à faire. Ce n'est pas parce qu'il a été président de la République qu'il ne peut pas diriger un parti politique. Ce n'est pas ça. Il est citoyen comme tout le monde, il a le droit de diriger un parti politique. Et c'est ce qu'il fait actuellement. Par conséquent, il ne faut pas...
le cadre légal pour 2026? Il ne faut pas assimiler. Quel que soit ce qu'on va reprocher à la gouvernance du président Boni Yayi pendant 10 ans, quel que soit ce qu'on va reprocher à cette gouvernance, il ne faut pas l'assimiler à ce qui va se produire en 2026 si le parti, les démocrates, arrive à conquérir le pouvoir politique. Pourquoi? Parce que c'est un parti politique qui, dans le cadre de l'élection présidentielle de 2026, a un projet de société. Et son projet de société, ce n'est pas le président Boni Yayi. Ce n'est pas la gouvernance de Boni Yayi pendant 10 ans, quel que soit ce qu'on va reprocher à cette gouvernance. Encore que, pour moi, c'est la meilleure. C'est la meilleure gouvernance en termes d'acquis sociaux. En termes d'acquis sociaux, c'est la meilleure gouvernance. Et en termes de développement? Même en termes de développement, il a fait beaucoup pour le pays. Moi, je pense qu'il a beaucoup fait pour le pays. Donc, il ne faut pas assimiler le projet de société du parti, non seulement à la personne du président Boni Yayi, mais aussi à sa gouvernance, quel que soit ce qu'on va reprocher à cette gouvernance-là. Le projet de société du parti est élaboré et le parti a défini une procédure, un mécanisme pour élaborer son projet de société. Et au moment venu, ce projet de société va être porté à la connaissance du peuple. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le président Boni Yayi n'a aucune influence sur le projet de société qui est élaboré. Aucune influence. Sur la même question par rapport à Boni Yayi et les démocrates, on a comme l'impression que au niveau des démocrates, c'est la gouvernance de Boni Yayi qui est vantée au détriment du projet de société des démocrates. De toute façon, je n'ai rien entendu de leur projet de société. Donc, du coup, ils sont un parti qui est créé et pour faire l'anti-Yayi talon. Je dénonçais en 2016, en janvier, que l'anti-Yayi ne saurait être un projet de société. Je ne veux pas dire ce que je l'ai dit. Je l'ai dénoncé publiquement sur Radio Topa, sur d'autres, que l'anti-Yayi ne saurait être un projet de société. Quand certains disent, voilà, Yayi a fait ça, Yayi a fait ça, Yayi a fait ça, chacun passe. Chacun passe. Il fait peut-être du mieux possible. Aucun président ici, dans ce pays, de Maga en 60, à Yayi en 2016, ne peut dire qu'il a fait du mal au pays. Sa politique peut ne pas fonctionner. Mais dire qu'un président fait mal, c'est dangereux. Il n'est qu'un homme, entouré d'hommes, avec des institutions que nous avons. Donc, par principe, moi, je ne suis pas de ceux qui jettent tout. Cela dit, la question que je pose pour demain, qu'est-ce que Boni Yayi nous propose encore pour l'avenir? Je veux pas dire que je pense que Yayi n'est plus de l'avenir du pays. Il n'est plus dans l'avenir du Bénin. Il est fini en matière de l'avenir. Par contre, quand il a quitté la scène, il va le rejoindre. Lorsqu'on a fini ses mandats, on a terminé. On peut orienter, on peut accompagner, on peut conseiller. Mais quitter ce poste-là et reprendre la direction d'un parti, la loi vous le permet. À mon humble avis, je ne sais pas si, du point de vue moral, vous avez connu, vous avez dirigé le pays. Vous avez vu des choses. Vous avez entendu des choses. Vous avez pris des décisions. On ne va pas juger. Non. Ce n'est pas juger, ça fait des effets. Oui, l'action de gouvernance. C'est un jugement de valeur. Quand on est président, est-ce que c'est un jugement de valeur pour dire que vous avez vu des choses? Vous avez pris des décisions. Vous avez vu, vous avez géré des crises. Vous avez été à faire des compromis. Parfois même des compromissions. Qui sait? Quand vous avez fait tout ça, la loi vous aménage à la fin une certaine situation. Alors, là vient mon jugement de valeur, redevenir chef de parti. C'est que vous devenez encore homme d'un clan, alors qu'il faut être homme, parce que vous tombez dans le domaine public. Alors, moi, ce qui me dérange, c'est que Boni Yayi, qui a gouverné dans un contexte complexe, difficile, devrait pouvoir être l'un des premiers partisans de Patrice Talon. Il en est très tôt devenu l'adversaire. Et moi, ce qui m'a perturbé est là. Je suis militant, je le dis toujours. Alors, je suis militant. Ce qui me désole, moi, je ne suis pas payé. Je ne suis payé par personne
pour faire ce qu'il fait. Je ne le défends pas du point de vue citoyen, depuis Yahi. Jamais aucun décret de personne me nomme pour rien. Et je ne reçois d'enveloppe de bas de quelqu'un. Mais 2016, je le dis. Depuis 2016. Depuis 2006. Alors, voilà. Depuis 2006. Alors, aujourd'hui, c'est pour vous dire quoi? Non, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire quoi? Je vais quelques secondes au cadet. Je le dis parce que sur les régions, je pense que c'est parce qu'on est payé pour dire qu'on fait. Non. Il faut qu'il y ait des citoyens pour rappeler ce genre de postulats et revenir sur des fondamentaux. Et là où je suis, je pense que Boni Yahi nous a privés de son expérience. Parce que, aussitôt descendu, il s'est mis en affront avec celui qui dit avoir pardonné en griffe, qui a demandé à Tchapoti qui n'a jamais eu lieu. Donc, du coup, on est dans une posture de contradiction entre ce qu'il a proclamé en tant que président et ce qu'il fait aujourd'hui. Moi, ce qui me dérange sur pour ces élections de 2026 à Gapit, en dehors de tout ce qui est en train d'être organisé. Pour ne pas oublier. Pour ne pas oublier. Un instant, pour ne pas oublier. En quelques secondes, vous aurez votre temps de parole tout à l'heure. Parce que là, vous risquez de le relancer. Il dit qu'il n'a pas fini son développement. Là, vous risquez de le relancer. Parce que Boni Yahi a le droit d'être chef de parti, mais il prive les autres. Boni Yahi est un acteur majeur de 2026. Mais il se fait. Comment je le vois se promener, il prône quoi pour demain? Quelle est la ligne, quelle est la boussole? Il va vous répondre à ça tout à l'heure. Alors, il se fait que les partisans de Boni Yahi. Et c'est là, je vais répondre, Bachirou. C'est pas lui le candidat. On le voit partout se promener et dire des choses. Il est président de parti. Il a le droit d'y aller d'ailleurs. Il se fait que ses partisans, ses sympathisants estiment que le code électoral comporte des dispositions qui doivent être toilettées. Malgré le fait que les dispositions communautaires proscrivent toute révision du code électoral jusqu'à présent, à partir d'un instant donné, certains continuent de scander ou appellent toujours à la révision de ce code électoral-là, nonobstant surtout cette disposition des 20%. Non, avant qu'il n'intervienne. On ne pourra pas avant qu'il n'intervienne, Bachirou, avant qu'il n'intervienne sur ce point-là. Moi, je pense que... là, vous l'avez relancé le débat. Non, c'est pas de relancer. Non, il a dit des choses importantes qui méritent de clarifier. Oui, à votre temps de parole, vous allez clarifier. Non, il a dit des choses importantes qui méritent d'être clarifiées. C'est ma position. Non. Alors, c'est un débat. Moi, je pense... Non, c'est... Moi, je pense que on ne peut pas faire. Oui, très rapidement. On ne peut pas faire dans une démocratie, dans un système où il y a des partis politiques, on ne peut pas faire le procès. Il va le procès. Oui. On va l'écouter rapidement. Non. Est-ce que je suis libre d'avoir une position? On ne peut pas faire le procès alors, c'est son opinion. à un ancien président d'avoir décidé de prendre la direction. J'ai dit qu'il en a le droit. Premier élément. Merci. Deuxième élément, alors, moi je pense. On peut passer au code électoral. Oui, parce que là, je vais passer au code électoral. Je pense que un ancien président est même la personnalité la mieux placée pour diriger un parti politique. C'est dommage. Pour diriger un parti politique en vue de faire profiter les militants de son expérience. Non. D'abord, quand vous allez dans la définition, si vous allez dans la définition de parti politique, vous allez... Attendez. Non, c'est important ce que je veux dire. Je vous ai entendu. On n'est pas d'accord. Je suis d'accord qu'on n'est pas d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Donc c'est bon. On ne peut pas être d'accord même d'ailleurs. Mais c'est important de dire. Oui. C'est important de dire. Pour des chapelles différentes. Il faut qu'on cesse de faire le procès au président Boni Yahi. Tout comme d'autres font le procès à Patrice Talon d'une mauvaise gouvernance. Moi j'ai l'impression écoutez, moi j'ai l'impression que les mouvanciers quand ils rêvent, c'est le président Boni Yahi voit tous les jours. Non. Et les opposants, quand ils rêvent, et les opposants, quand ils rêvent, ils voient l'avenir 2020. Ils ne voient pas Patrice. Où est l'avenir? Alors, moi, je parle du code électoral. Où est l'avenir? On va parler du code électoral. Je ne le vois pas. Je vois l'avenir. Le code électoral. Ce week-end, oui, je viens. Je réponds. Donne-moi 5 secondes. Non. Le président est à Kétou. Oui. Non, je donne un petit jeu. Le lundi, faites le point de savoir quel message il a porté. Mais pour l'avenir. Responsable de parti quel message il porte pour l'avenir? Mais quel message? Le message de remobilisation de la base. La loi
est la manifestation de la volonté de la majorité. L'Assemblée nationale n'est pas une sacristie avant une église, c'est pas un monastère, c'est pas une chambre, disons, de bonhomie où on se dit qu'à charité, on se serre la main, on se quitte. L'Assemblée nationale, c'est un lieu de la virilité politique. C'est là où chacun fait passer ses postulats et sa volonté de gouverner, ses points de vue. Lorsque le Patrice Talon estime, avec la majorité qu'il a, que le code électoral est une transposition des intentions de Patrice Talon de la majorité qui gouverne. Il se fait que Patrice Talon a été élu dans le régime présidentiel pour gouverner. Et donc, il se donne sa majorité. Dans toutes les démocraties occidentales, c'est exactement ça. Un parti gagne, il n'a pas toute la majorité, il va négocier même avec le parti aux options contraires. Ils s'entendent sur un accord de gouvernement et ils sont au Parlement et ils gouvernent ensemble. Lorsqu'ils se quittent, il y a un accident, soit on dissout le Parlement, soit le gouvernement tombe. Ça, c'est le principe. Donc, avoir une majorité n'est pas un malheur. Et les décisions sont toujours témoins de cette majorité-là. C'est pour ça que certaines décisions majeures, on les soumet à des majorités qualifiées, comme la révision de la Constitution ou les lois organiques. Donc, les majorités sont différentes des majorités simples de certaines. Donc, notre Constitution est révisée régulièrement, selon ce que la Constitution elle-même a dit. Où est le problème? Le code électoral a été, en 2019, voté régulièrement par rapport après le dialogue politique auquel une partie des FCBE a refusé de participer et qui a créé après les démocrates. Et cette partie dit que l'autre partie... Donc du coup, quand on me dit que on n'a pas fait le... Oui, après 2019, Patrice Talon a tiré les conséquences. Il a fait une sortie médiatique pour dire, il a déployé tout ça. Il a montré que nous devons nous retrouver, rebâtir. Et il y a eu le dialogue politique. Présidé par... Je ne sais pas si c'est le professeur sur ça. À l'époque, où il était rapporteur, je ne me rappelle même plus. Mais bon, il y a eu ce dialogue politique. Il était président. Merci, professeur. Donc, c'est Tokpanou qui était rapporteur. Merci bien. Donc, ce dialogue politique, après il y a eu certaines contributions de l'opposition qui a accepté d'y aller. Le code électoral relève de ça, de 2019. Le code électoral de 2019. Les 20%? Non, de 2019, les 10% et gestion. Maintenant, les 20%, ils l'ont expliqué. Ordre à la date, il l'a expliqué. Et on dit qu'il n'y a pas eu de débat. Moi, est-ce que la procédure parlementaire était respectée? Proposition de loi, débat en commission, plénière, étude en plénière, vote, article par article, vote, amendement, vote de texte global, contrôle de constitutionnalité, promulgation et publication prochaine. Lorsque ce mécanisme est respecté, la loi est en action. Et la loi en mouvement est une loi d'État à appliquer. Est-ce qu'elle est mauvaise? C'est possible. Dans la loi 60 c'était craint qu'elle soit chrysogène. C'est possible, mais ils sont Dieu. C'est eux qui ont Dieu. Si vous voyez c'est eux qui sont chrysogènes. Si vous voyez la possibilité, pourquoi ne pas s'asseoir pour la remettre? Mais si vous cherchez chrysogène, vous allez trouver ça dans toutes les lois. Dans toutes les lois. La discrimination positive. Non, vous êtes sûr que la discrimination positive n'est pas chrysogène? Les 24 francs qu'on a envoyés au Parlement, vous êtes sûr qu'elles ont servi à grand chose réellement? C'est de l'enjoliveur. Elles sont pas d'accord avec vous. C'est de l'enjoliveur. Mais on a décidé de le faire, on le fait. J'admets parce que c'est la loi. J'admets parce que c'est la loi. Et quand je leur caucus qui demande encore de leur donner plus, je dis, mais il faut que les femmes se battent. Je ne suis pas anti-féminine, mais je dis, donc il y a ça. On peut aller sur d'autres choses. Je ne suis pas totalement d'accord avec tout. Mais je pense que les 20%, nous sommes arrivés à la fin. Oui, les 20% nous obligent, a dit le président, a dit ordre avant, à rêver grand. À rêver grand. Donc, rêvons grand. Et si on rêve grand et que personne là? On avisera. On avisera. Il a commencé là. Il y a des crises. Allez-y. En 2001, en 2001, la Constitution n'avait pas prévu que si le deuxième abdiquait et que si le troisième, on a géré. Non, la Constitution a prévu. Non, c'est prévu dans la Constitution. Non, c'est pas prévu. Ah, c'est la Constitution a prévu. Pas beaucoup de l'étoile. La Constitution a prévu. Oui, pas beaucoup de l'étoile. La Constitution a prévu. Et les 2 semaines. Et les 2 semaines. Et les 2 semaines. La Cour a donné son interprétation. C'est le président Mathieu Kérékou, en 2006, qui a décidé de passer outre la décision de la Cour. Le code électoral. C'était en 2006. Ah oui, pas la régime fait signe là-bas. Nous sommes pour le code électoral. Pour le code, non, un instant. Non, pour le code électoral. Voyez-vous, c'est la première fois dans notre pays
qu'on voit un code qui est voté par la majorité au Parlement. Absolument. Qui est divisé même sur son interprétation. C'est le droit. Non, 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 non. C'est dangereux. C'est dangereux. Non, non, non. C'est dangereux. Non, non. La majorité n'est pas. La majorité n'applique pas. La majorité n'applique pas le code. Non, non, est-ce que la Sénat vous dit qu'elle est. La majorité, non, j'étais bien écouté. Oui, oui, bien sûr. Le problème qui se pose, c'est le suivant. Regardez ce que le président de la commission des lois a dit. Vous vous rappelez de ça? Il a dit que si aucun des partis n'arrive à avoir les 20%, c'est que l'élection n'est pas concluante. Vous avez écouté le chef de l'État. Il dit autre chose. Aucun d'eux n'est acteur. Non, écoutez. Oui, non, allez-y, pour ça qui dit. Suivez-moi, s'il vous plaît. Oui. Suivez-moi, s'il vous plaît. Voyez-vous, la loi est inintelligible. La Cour constitutionnelle, le juge constitutionnel, pour rendre sa décision, peut recourir aux travaux de l'Assemblée nationale. Absolument. Mais si déjà à l'Assemblée nationale, là, ceux qui ont fait ces travaux-là n'arrivent pas à situer le juge constitutionnel le juge passe en outre sur ce qu'ils ont fait, vous voyez que c'est dangereux. Non, ça merci à vous. Non, un instant, s'il vous plaît. Oui. Alors, c'est que dans la réalité, l'article 186 qui porte sur les 20%, quand vous le lisez, 146 qui porte sur les 20%, quand vous le lisez, vous vous rendez compte que cela ne s'applique pas à toutes les circonscriptions. Les 20% s'appliquent circonscription par circonscription. Absolument. C'est ça, la réalité. C'est-à-dire que lorsqu'il faut attribuer les sièges, d'abord, il faut remplir les conditions des 10% au niveau national. On arrive dans les circonscriptions maintenant. On prend parti politique par parti politique. On applique les 20%. On applique l'accord de coalition parlementaire. Lorsque un parti n'a pas les 20%, on va regarder s'il y a un accord de coalition parlementaire et on tient compte de l'accord de coalition parlementaire pour pouvoir attribuer là, vous expliquez la loi. Oui, mais c'est ça, en principe. Mais le président de la commission des lois dit autre chose. Le président de la République dit autre chose. On retourne à 2019, où vous vous rappelez aussi que quand les 10% avaient été institués, ceux qui l'ont fait, c'était déplacer à la Sénat pour demander à la Sénat d'expliquer la loi. Merci à vous, professeur. Ce n'est pas une admettance. Dans les organes de l'élection, il n'y a ni président de la Commission ni président de la République. C'est les OGE, le contentieux et l'État. Donc, dans le cas des c'est une mauvaise image. C'est possible. Mais bon, c'est ça. C'est pas ça qui est critique. C'est ça. On ira aux élections et ça sera une fête. Mais c'est une mauvaise image. C'est possible. Moi, je crois que vous allez rendre disponible pour y revenir. Non. Il est important de dire. Le samedi prochain. Il est important de dire ceci. Il est important de dire ceci, monsieur Achille. Nous sommes en train vous voyez, beaucoup. Lorsque on veut voter une loi comme ça, il faut appeler les spécialistes pour accompagner. C'est possible tout ça. Vous voyez? C'est même souhaité. Pour accompagner. Non, mais c'est comme ça. Est-ce que là, aujourd'hui, vous croyez toujours à une modification du code électoral? Vous espérez toujours? Non, c'est fini. Les gens font souvent appel au traité de la CEDEAO sur la gouvernance, les protocoles additionnels à tort pour dire que ce n'est pas possible. C'est encore possible selon vous? Il faut qu'il y ait un consensus de tout le monde. Quand il y a un consensus, voilà. Même à la veille, quand il y a consensus, on peut modifier. C'est ce code électoral. C'est ce que le protocole. Merci à vous. Je rappelle que c'était à l'instant le professeur Renouillon Nathaniel Kiti, enseignant-chercheur en sciences politiques, chef du département de sciences politiques
de la faculté de droit et de sciences politiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Il est vice-président du parti politique Les Démocrates. Il était face à Agapit Napoléon Mafourican, consultant média communication, analyste chroniqueur politique, administrateur média, juriste consultant. C'était Info Hebdo de ce samedi. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. On va se donner rendez-vous samedi prochain pour poursuivre les échanges, peut-être avec les mêmes invités ou d'autres. Jusque-là, portez-vous bien et belle suite de programme sur EZAE TV. On se retrouve tout à l'heure pour Free Week.